Nous nous sommes attachés jusque-là à décrire l'interaction existant entre les charges électriques, tant au niveau conceptuel avec la nature des charges, qu'en termes de raisons microscopiques avec la description de la matière. Mais l'aspect qualitatif n'est pas suffisant pour étudier les phénomènes électriques. Il va donc être nécessaire de définir aussi l'aspect quantitatif de cette interaction. Nous avons vu précédemment que l'interaction entre deux charges électriques ne pouvait traduire que deux effets, une attraction ou une répulsion. Deux charges de même nature se repoussent et deux charges de nature différente s'attirent. Cette interaction peut donc se modéliser par l'existence d'une force qui s'appliquerait sur chacune des deux charges. Cette force électrique est couramment appelée la force de Coulomb. Comme toutes les forces, elle possède un point d'application qui sera la charge électrique étudiée, une direction imposée par la droite passant par les deux charges mises en jeu, un sens qui traduit l'aspect attractif ou répulsif, et une norme dont nous ne connaissons pas l'expression pour le moment. En vertu de la troisième loi de Newton, le principe de l'action et de la réaction, on peut juste affirmer que la norme de la force exercée par la première charge sur la deuxième est égale à la norme de la force exercée par la deuxième charge sur la première. Pour établir l'expression de la norme de la force électrique, Coulomb réalisa dès 1785 une expérience à partir d'une balance à torsion. Bien qu'il ignorait tout de la quantification de la charge électrique, il utilisa le principe de conservation de la charge pour mesurer des angles de déviation en fonction de la distance séparant deux sphères métalliques chargées. Cette étude reposait donc sur la quantification de la force exercée pour deux charges électriques fixes dans l'espace. Coulomb avait réussi à mettre en évidence certaines règles de proportionnalité grâce à un procédé très simple. Après avoir chargé une première sphère d'une quantité Q, il chargea par contact avec cette première sphère une seconde sphère identique, chacune se retrouvant donc avec une charge Q sur 2. Il fit de même avec une troisième sphère identique pour en obtenir deux portant chacune une charge de Q sur 4, et ainsi de suite. Coulomb put alors conclure que la force électrique pour deux charges immobiles, qu'elles soient attractives ou répulsives, était proportionnelle à la valeur absolue du produit des charges et inversement proportionnelle au carré de la distance petit r séparant les deux charges. La norme de F est égale à K fois la valeur absolue du produit des charges électriques divisé par petit r au carré. Dans cette expression, grand F représente la force de Coulomb, son unité SI est le Newton, Q1 et Q2 sont les charges électriques mises en jeu, leur unité SI étant le Coulomb, et petit r correspond à la distance séparant les deux charges, elle s'exprime en mètres. Le facteur K, quant à lui, correspond à 1 sur 4 pi epsilon, où epsilon représente la permittivité, une constante propre au milieu concerné. Si les charges se situent dans le vide ou dans l'air qui possède pratiquement les mêmes propriétés électriques que le vide, alors la force de Coulomb vaut 1 sur 4 pi epsilon 0 fois la valeur absolue du produit des charges divisé par la distance au carré, epsilon 0 étant la permittivité du vide. L'expression de la norme étant désormais établie, il nous faut poser une règle pour l'orientation de cette force. Pour cela, il va falloir attribuer un rôle à chaque charge électrique mise en jeu. On parlera alors de charge source et de charge cible. La charge qui est responsable de la force exercée sur la charge étudiée sera appelée la charge source, et la charge électrique étudiée, qui subit la force exercée, sera appelée la charge cible. En ce qui concerne la convention d'orientation, on choisira comme droite d'action celle passant par les deux charges immobiles, et on choisira comme sens positif celui allant de la charge source vers la charge cible. Le vecteur unitaire propre à cette convention, noté U indice R, sera alors représenté dans ce sens. Si les deux charges sont de même nature, alors la force répulsive sera dans le même sens que le vecteur unitaire. Si les deux charges sont de nature opposée, alors la force attractive sera dans le sens inverse à celui du vecteur unitaire. Vectoriellement parlant, nous pouvons désormais écrire la force de Coulomb en fonction du vecteur unitaire tout en s'affranchissant de la valeur absolue. En effet, le produit des charges fera apparaître ou non le signe moins qui traduit l'effet attractif de la force selon la convention posée précédemment.
Attardons-nous quelques instants sur ce vecteur unitaire que nous avons utilisé. Celui-ci n'appartient en effet à aucune base orthonormée connue. Soit grand O, le point où se situe la charge source, grand M, le point où se situe la charge cible, et petit r, la distance séparant ces deux points, puisqu'il s'agit de la distance entre les deux charges. Par définition, comme tout vecteur unitaire, U indice R s'exprime mathématiquement comme le rapport du vecteur OM divisé par sa propre norme, c'est-à-dire petit r. Si on calcule la norme de cette expression, on obtient alors petit r sur petit r qui vaut bien 1, la norme de tout vecteur unitaire. À partir de cette définition, on peut alors écrire la force de Coulomb sous deux formes vectorielles. Une à partir du vecteur unitaire U indice petit r, qui est inversement proportionnel au carré de la distance séparant les deux charges, et une autre en fonction du vecteur position OM, qui est inversement proportionnel au cube de cette même distance. Ces deux vecteurs peuvent par suite être projetés dans une base orthonormée connue, qu'elle soit cartésienne, cylindrique ou sphérique, selon les besoins géométriques du problème posé. Monsieur, comment est-ce qu'on calcule la force de Coulomb lorsqu'il y a 3 ou 4 charges électriques? Excellente question, et pour y répondre, nous allons nous reporter au principe de superposition. Dans le cas où il existe une multitude de charges électriques en présence dans le même milieu, on peut considérer que la charge cible étudiée subit de la part de chacune des autres charges une force de Coulomb dont les propriétés correspondent à celles mises en évidence précédemment. Il n'existe pas d'interdépendance entre ces différentes forces. La force totale résultante exercée sur la charge cible sera alors la simple somme de toutes les forces exercées par chacune des charges sources.